Victor Hugo sur le voyage. Voir 1000 objets pour la première et pour la dernière fois. Quoi de plus mélancolique et de plus profond? Voyager, c'est naître et mourir à chaque instant. Toutes les choses de la vie sont perpétuellement en fuite devant nous. Les obscurcissements et les clartés s'entremêlent. Après un éblouissement, une éclipse. On regarde, on se hâte, on tend les mains pour saisir ce qui passe. Chaque événement est un tournant de la route. Et tout à coup on est vieux. On sent comme une secousse, tout est noir. On distingue une porte obscure, ce sombre cheval de la vie qui vous traînait s'arrête, et l'on voit quelqu'un de voilé et d'inconnu qui le dételle dans les ténèbres. Emma et Guérand pensent beaucoup à Hugo et à ce passage des Misérables, tandis que leur grand tour s'accomplit. Le grand-père d'Emma, père de Guérand, beau-père de LP, était tenu hors d'haleine depuis de longues années par une maladie qui, serrant son patient au poumon, ce qui est plus grande bassesse que de le tenir à la gorge, ne le laissait que peu respirer. Dire qu'il souffrait d'une inflammation des bronches serait un doux euphémisme. C'était un incendie qui avait pris le haut de son corps et qui, parce qu'il s'était propagé aux plus petites branches, ne s'éteindrait jamais. Dans le petit appartement où il passait le plus clair de son temps, tantôt assis, tantôt à demi couché dans un divan un peu trop rouge, on n'allumait pas de bougie. C'eût été comme de parler corde dans la maison du pendu. Dans les yeux du brûleur de sa vie par les deux bouts, récemment promu octogénaire, on pouvait voir danser une petite flamme, telle la veilleuse d'une vieille chaudière, signe que sous la surface du corps un peu rond, le feu couvait. Ses proches s'étaient habitués aux épisodes de halètement paroxystique qui, pendant 5, 10, 15 minutes, le secouaient sans répit, avant de le laisser pantelant, pudique et honteux. Comme l'Occident, ils avaient appris à vivre avec l'idée que le poumon de leur monde était mangé par une maladie proprement humaine, qu'on appelait exploitation abusive, laquelle exploitation prenait la forme d'un inexorable grignotement. Il faut savoir que dans sa lente émergence, la pathologie mortifère du grand-père avait coïncidé avec la progressive compréhension du danger que le problème climatique présentait de plus en plus clairement pour la Terre. Si bien que Guérand, plus honteux encore si possible de voir souffrir son père, que son père était honteux de souffrir devant témoins aussi gênants, avait cru le consoler en déclarant qu'il n'avait pas la main verte, celui qui dévastait ainsi l'Amazonie en même temps que ses insignifiants petits poumons. Sans doute n'était-ce pas une consolation que de voir l'âme de l'Amazonie partir en fumée, la même fumée avec laquelle le vieux fumeur avait brûlé plus savamment qu'un chaman jusqu'aux plus petites ramifications de son arbre bronchique, mais au moins, se disait-on au sein du mouvement de protection de l'écosystème familial, duquel le malade, tel un arbre menacé de tous côtés, avait provoqué la création et occupait le centre, au moins avait-il 2 poumons, lui, pour assurer sa défaillante alimentation en oxygène. Maigre avantage. Et pourtant, chercheur d'air comme il eût été chercheur d'or, dans la partie du monde à laquelle, de par sa pathologie, son destin l'avait lié, qui sait s'il ne trouvait pas dans ses souffrances quelque force à imaginer les pudiques résiliences du poumon du monde. Que ressentait-il lorsque, les flammes resserrant le étau dans sa poitrine, dessous un visage virant bientôt à l'écarlate, il était soudain privé du festin gazeux auquel, autour de lui, on continuait sans réserve à participer. Sentait-il qu'un autre lopin de terre, une autre parcelle de forêt vierge, et avec elle une autre poignée d'aborigènes nus comme il était nu face à la douleur, disparaissait? Peu de dire que l'hypoxie chronique, non barbare de ce dont souffrait son père,
avait eu de puissants effets sur Guérand. À leur rapport de fils absent, pour cause de pudeur dans le voyage, à père distant, pour cause de pudeur dans la maladie, elle avait donné de l'altitude, et ne donnerait pas moins de relief à leur lointaine conversation. Un coup de téléphone longue distance, c'était l'ascension d'un grand sommet. Il y avait toujours un moment d'euphorie quand, malgré l'effort, malgré la douleur, on parvenait à dire quelque chose d'élevé, de supérieur à ce qui se dirait dans une conversation de pleine vallée, où l'air ne viendrait pas à manquer. Par ailleurs, et comme s'il cherchait à se préparer aux épreuves auxquelles la maladie de son père allait le confronter, Guérand était allé faire la conversation avec les habitants de la Rinconada, ville perchée dans la cordillère des Andes à 5000 mètres d'altitude. Il avait acquis là une connaissance très intime de ce que la combinaison du manque d'air et de la compression progressive des poumons pouvait faire sur la très naturelle envie de bavarder. Les limites du discours sont vite atteintes, avait-il découvert, dès lors qu'enchaîner quelques phrases s'avère si épuisant. Aussi, lorsque l'insuffisance respiratoire chronique se déclara dans toute sa force, projetant soudain son père mal équipé sur des Himalayas enneigés, c'est tout naturellement que Guérand, se souvenant de la montée par paliers vers les pics brillant au loin dans le bleu, reproduisit sur lui-même l'effet qu'un pic d'insuffisance pulmonaire pouvait avoir sur son père. Mieux, pour être prêt à passer sans transition du camp de base d'un canapé brun-rouge, situé peu au-dessus du niveau de la mer, au pan de rocher abrupt, en haut duquel la détresse accrochait régulièrement son réticent Sherpa de père, agrippé convulsivement des deux mains à la télécommande d'une télévision qu'il continuait à fixer de très haut. Le fils s'imposa des exercices d'apnée de plus en plus longs, tel un plongeur, se soumettant, avec une rigueur tout empirique, à des épisodes de privation d'oxygène toujours plus drastiques, afin que son organisme approchât les hauteurs de difficultés auxquelles montait son père. Tant pis si avec un piètre record personnel à 3,33, chiffre qu'il trouvait néanmoins symbolique, il ne décrocherait aucun record. Son grand bleu, ce n'était pas descendre toujours plus, mais remonter toujours mieux et plus vite avec le grand-père d'Emma, chaque fois que ce dernier s'en allait sans crier gare sur les cimes du désespoir. Tant et si bien que, quand arrivait le premier mot, qui s'apparentait au premier pas d'une conversation dans un air raréfié, il était à même d'emboîter le pas sans se décontenancer, sa voix étant encordée à celle de son père, plus ou moins haut perché, en fonction du degré auquel atteignait déjà la difficulté d'avancer. Et l'escalade vers les sommets inconnus du langage ordinaire pouvait commencer. Quand, dans un bruit d'éboulement des glaires encombrant spasmodiquement la voix se détachait, le fils s'arrêtait, tandis que le père plaquait les mains à sa paroi abdominale, et les deux grimpeurs de phrases attendaient sans bouger l'éclaircissement. C'est lors d'une de ces ascensions du simple et pur bonheur d'être encore ensemble et de pouvoir en parler que son père, à bout de souffle, lui avait glissé « Quand on ne peut élever la voix, on élève la pensée. » Ce qui, aux oreilles de Guérand, avait été comme d'enfoncer victorieusement un piolet acéré au sommet du plus haut glacier. La dernière fois que le père de Guérand avait dû être admis d'urgence à l'hôpital, toute la longueur du continent monde les séparait. Ils avaient connu alors, le père et le fils, aux deux extrémités des quelques 10 000 kilomètres tenant lieu de vide sanitaire, ce qu'avaient connu, pendant la triste quoique bien réelle mascarade épidémique, les hommes et femmes au désespoir d'être isolés des leurs aux moments les mieux faits pour les rapprochements et les étreintes. Ils avaient ressenti comme jamais l'attraction irrésistible, seule à même, si elle n'est pas obéie, de faire regretter l'excitation d'être très loin, entre un père sédentaire, voyageant par son fils, et un fils profitant en voyageur de la sédentarité de son père. L'aimant de l'amour avait collé leurs visages respectifs aux deux côtés d'un même écran épais comme le continent monde. Pour se dire quoi, d'ailleurs? Des platitudes, c'est entendu, mais des platitudes soudain si essentielles que Guérand, à l'annonce de l'agonie du partenaire qui s'était efforcé de les enchaîner avec lui, ces prétendues platitudes, donna les pleins pouvoirs à sa mémoire afin qu'elle lui soit immédiatement rendue.
Alors ça y est » avait demandé Guérand à l'entrepreneur en bâtiment à la retraite. Il s'en souvenait avec une grande clarté à présent. « Tu es fin prêt à aller voir dans quel état se trouve l'envers du monde ? Ou as-tu encore quelques petites finitions à effectuer de ce côté ?» L'évocation directe de la mort, à peine atténuée par celle d'une éventuelle vie après la mort, a de quoi surprendre, venant d'un fils à qui son père avait appris à ne pas se permettre des manques de tact beaucoup moins conséquents. Pour expliquer cette liberté, il faut savoir que lorsque, bien des mois plus tôt, il avait été confronté à la nouvelle que son père refusait l'acharnement thérapeutique, Guérand avait décidé de faire pièce à ce qu'il considérait comme un abandon, en renonçant de son côté à l'acharnement affectif. Même s'il savait que quand viendrait le moment de renoncer, il renoncerait, le premier sans doute et le plus fermement, à renoncer. Depuis, père et fils se parlaient sans bandeau sur les yeux de l'insatiable assassin qui attendait au tournant, et ne mettaient pas de gants pour frapper leurs propos de mots tels que mort, fin prochaine ou disparition. Et comme il serait mort plutôt que de cesser d'aimer son père, c'est très concrètement à travers un franc-parler et un humour que l'on qualifiera volontiers de mortel, que Guérand obéissait et résistait tout à la fois à l'ordre de son père de se préparer activement à dire, de son vivant, « Il nous a quittés ». Cachant un râle dans une barbe qu'il avait laissé pousser à cet effet, suspecta Guérand, le père, à demi cassé sur son lit d'hôpital, avait répondu, langue de plâtre, sans laisser les preuves affecter sa répartie. « Si j'avais été inspecteur des finances, tu me demanderais sans doute si les dossiers avec lesquels je vais aller ruiner les défunts sont bouclés. » La toux rauque qu'il avait coupée dans son élan, de même que le besoin de cracher qu'il avait réprimé, que pour dire qu'il ne ferait jamais cracher personne, dans ce monde ni dans l'autre, revint hanter le souvenir de Guérand presque autant que les mots avec lesquels avait été lentement prolongée la conversation. « Je crois que même les inspecteurs des finances ont droit au repos après la mort. Mais à supposer que je retrouve une seconde jeunesse dans l'après, il faudra bien que je me remette à travailler. Tu as raison. Autant faire ce que je faisais le mieux de mon vivant. » Entendant Guérand évoquer avec légèreté ce que son travail dans l'au-delà pourrait avoir de pire pour un entrepreneur honnête à en mourir, à savoir d'être forcé de travailler au noir, il toussa, faisant d'une pierre deux coups, car il ne fut pas moins cruellement enroué que secoué durement par l'idée d'avoir bientôt à laisser derrière lui sa réputation d'honnête homme pour endosser celle de Margoulin. « Que voudrais-tu avoir à rénover de l'autre côté ?» avait alors corrigé Guérand, comprenant que son père permettait à l'humour noir de s'attaquer à tout, sauf à son irréprochable honnêteté, qui était dans son esprit comme le ciment d'une vie sur lequel la mort ne devait pas avoir de prise. Guérand se souvint que la réponse avait mis du temps à venir, le même temps peut-être, infini au jugement de V, qu'il mit lui-même à en faire revenir chaque mot dans son esprit. Difficile à dire, avant d'avoir fait l'état des lieux, avait commencé son père, économe de l'air avec lequel sa pensée, en le mélangeant avec sa salive, préparait une espèce de mortier de son pour filer sa métaphore. Des réparations à effectuer en enfer, au purgatoire ou au paradis sont trois devis que j'imagine très différents. Sans même parler de la nature, ni ange ni démon, des ouvriers maçons. Dans chaque point de suspension, il faut entendre un profond râle. Peu importe l'endroit que l'on m'assigne, je crois que la tâche à laquelle j'aimerais me consacrer avant de me retirer du métier d'être mort suivait une plaisanterie sur l'âge légal de la retraite dans l'au-delà, que faute d'avoir pu construire assez haut dans sa voix, le père rendit inaudible. Ma tâche serait de renforcer le mur entourant le mystère de la mort, car l'homme a rendu le mur instable, a tant cherché de tout temps à percer ce dernier.
le grand mur mitoyen, empêchant les vivants de s'intéresser de trop près à la mort, doit rester aveugle sous peine d'infiltration infernale du côté de la vie. Oui, voilà la tâche qui m'attend. Réparer et entretenir le monde des morts pour éviter qu'il ne s'écroule sur le monde des vivants. Brûler beaucoup d'air, à parler avec une énergie puisée sans plus compter, avait dû provoquer dans sa gorge un retour de l'incendie consumant ses poumons. Des muqueuses en papier de verre et une langue plus râpeuse qu'un rabot à bois, le père de Guérand avait alors saisi la chaîne du triangle suspendue à la barre de son lit comme la chaîne d'un seau qui lui aurait permis, pourvu qu'il descendît assez bas, de puiser en lui la force de continuer. J'entends le mot « gravat » dans « grabataire », avait enfin dit l'homme, dans les ruines duquel le plaisir du bon mot survivait. Et quand l'ouvrier à qui revient cette triste tâche me ramassera à la pelle, avait-il prononcé d'une petite voix s'arrachant à peine d'un nuage de poussière, il n'y trouvera pas l'âme du bâtiment. Celle-là, je l'emporte avec moi. Lorsque V, piaffant et rongeant son frein sur la ligne de départ, répéta que le GT, loin d'être mort, s'était mué en un grand tour contre la montre qui, insista-t-il, tournait déjà, Emma corrigea, comme si même le langage était soudain devenu pour elle une course à la brièveté de l'expression. Un GT contre le monstre en train de dévorer GP. Elle prit pourtant le temps de soupirer, avant d'ajouter que le monstre du temps avait désormais en la montre de V un visage parfaitement identifié à ses yeux. Non seulement sa voix rassurante, sa sonnerie, rappela-t-elle son père à la réalité. Telle la dépanneuse qu'attendait V, elle arracha en une question les ailes de l'avion qui flottait dans les esprits, telle la solution la plus évidente à leur problème. Honnêtement, V, de combien serait-on moins vite au chevet de GP si l'on te préférait toi, pour des raisons que dans toute autre circonstance on ne discuterait même pas, à un avion? V s'enfonça dans la brèche avec la vélocité d'une voiture de course forçant un dépassement. 2222 km de bon plancher des vaches, ou 1857 km à vol d'oiseau de malheur, fit-il, laconique, comme si le choix était moins entre deux distances ou deux moyens de locomotion qu'entre deux espèces animales. Il passa très vite sur la beauté symbolique du premier chiffre, afin de s'attaquer à la prétention des avions de pouvoir voler comme des oiseaux. Aussi puéril, déclara-t-il, carte à l'appui, que de vouloir tracer la ligne la plus directe entre deux villes. Pour simplifier un calcul de la précision duquel il répondait, il s'engageait, lui, à couvrir la distance en 19h31, tout compris. Si le soleil est avec moi, et toutes les prévisions m'assurent qu'il le sera, dit-il en déroulant une ligne sous laquelle, de Faro à Bruxelles, le soleil descendait une fois avant de remonter, tel un pendule, mais au-dessus de laquelle jamais le niveau de ses batteries ne faiblissait. Je me rechargerai en passant, pour couvrir cette distance, non en ligne droite, mais d'une traite, sans tourner en rond dans le ciel, tandis qu'une piste se libère, et sans autre escale que celle dont vous aurez absolument besoin. Dès que vous seriez dans l'avion, pensez-y, c'en serait fini de parler, de voir, d'embrasser virtuellement le malade sur le front. Tout est possible avec une bonne connexion. Vous seriez dans le noir. Je vous le dis, mieux vaut être en prison quand il s'agit de communiquer avec l'extérieur que d'être condamné à de longues heures d'avion. Rusé comme le plus technologique des renards, V ne se contenta pas d'écourter la distance à coups de convaincantes paroles, mais il déroula sur toute la longueur de ses vitres de belles images de procession,
avec lesquels il finit d'emporter esthétiquement le cœur blessé de Guérand. Préoccupée par son chrono, mais pas au point de renoncer à la réflexion, Emma attendit que son père se prononce avant de déclarer posément qu'elle préférait de beaucoup V à l'avion. Il avait suffi, expliqua-t-elle, qu'elle se sente, puis, voulant mettre un mot sur ce sentiment, qu'elle se dise atterrée par la nouvelle que son grand-père avait un pied dans la tombe, pour que le projet un instant dans l'air de prendre un avion lui apparaisse comme une fuite, une négation de la réalité noblement terre-à-terre de ce qui frappait à la fois son grand-père et le grand tour. Fort diminué déjà, le premier ne lui avait-il pas assuré plusieurs fois que son vieux corps retrouvait de la mobilité à l'imaginer, elle et Guérand, accomplissant le second, sur les routes de ce que, par identification sans doute, il aimait beaucoup dans ses vieux jours à appeler le vieux continent. P comme pied au plancher et V comme plancher des vaches. Il fallait sacrifier l'inessentiel et continuer, conclut Emma, et tant pis pour les musées et tout ce qui les retarderait en chemin. Sitôt entré dans l'idée de la course, que celle-ci fut contre la montre, contre le monstre qui dévorait son père, ou plus simplement contre la mort, Guérand pensa à LP. Un pilote n'aurait pas pensé plus vite à appeler le patron de l'écurie pour laquelle il roulait. À qui d'autre revenait-il d'annoncer l'avarie grave, l'hospitalisation de son père, grippant le moteur d'un grand tour dont LP était après tout le grand sponsor. Hésitant toutefois dans son empressement, ne sachant par quel mot attaquer, bref, craignant que sa voix ne dérape sur la glissante surface des tristes annonces, Guérand tarda à rentrer au stand. Mais pareil à des mécaniciens affûtés, Emma et V ne perdirent pas de leur côté une seule demi-seconde. Les mains au volant, pour se donner une contenance, le pilote dépassé les regarda faire en secouant la tête, laquelle, même sans casque, lui pesait énormément. Appelé et informé en moins de temps qu'un plein d'essence et un changement de pneus, LP, après un coup d'éponge sur son pare-brise en pleurs, repartit au quart de tour en disant tout simplement au pilote, à sa voiture et à son coéquipier « Foncez, il n'y a plus de temps à perdre, mais vous mettre en danger pour arriver plus vite n'éloignera pas d'1 mètre mon gentil beau-père de la fin. » Fort de ce « foncez » tempéré d'une forte exhortation à la prudence, ils franchirent sans plus tarder la ligne de départ de ce tronçon de grand tour, transformé par les événements en une course-poursuite visant à rattraper un conducteur qui, à son compteur, avait probablement quelques millions de kilomètres, mais qui touchait maintenant à la fin de son parcours. Notant le signe de croix que fit son père dans le prolongement d'un baiser soufflé à LP, juste avant qu'elle ne s'évanouisse de l'écran, Emma, baiser en moins, car il serait arrivé trop tard, se signa, elle aussi. Bien qu'elle n'aimât pas les lieux mal éclairés assignés à la dévotion, elle se dit qu'elle serait volontiers entrée dans une église, en ressentant soudain le poids de la tradition qu'elle invoquait par le mouvement de ses 4 doigts autour de sa poitrine, palpitant d'émotion. Comme Guérand, elle voulait croire en la rémission, une rémission telle que son grand-père repartirait pour un tour encore. Le tout dernier peut-être, mais un grand tour, dont la fin ne coïnciderait pas avec leur arrivée. Sans le vouloir, elle s'inquiétait aussi, Emma, après avoir conclu d'instinct qu'il fallait voler au chevet du mourant, elle s'inquiétait des conséquences d'un raccourcissement du GT sur le projet éducatif conçu pour elle par sa maman. Elle attendit que la course soit bien lancée pour s'en ouvrir à son père, en pleurant un peu, tout en assurant que pousser la porte de la chambre de son grand-père et revoir celui-ci en meilleure santé ferait plus pour son éducation qu'entrer à Tsinghua. Face au spectacle de la détresse, joué avec beaucoup de retenue, Guérand le professeur fit ce qu'il sait faire. Il nota les larmes de sa fille, très sincères, et rappela que les voyages, comme les études et jusqu'aux examens, ne sont jamais ratés, mais simplement reportés, lorsque pour de bonnes raisons ils ne peuvent directement s'accomplir. Quelque peu rassurée déjà, l'élève murmura en séchant ses pleurs qu'elle repasserait le Portugal et bûcherait l'ouest et le nord de l'Hexagone dès que son grand-père serait remis sur pied.
bien que, tout à son exigeant devoir de tracer sans répit sur 2220 pages de macadam, je les conduirai à bon port par le plus court chemin, V ne perdit rien de ce qui se disait dans la petite salle de classe qu'il était un instant devenu. L'occasion était venue d'entrer dans la peau du grand frère aidant sa petite sœur en difficulté. Il la saisit d'autant plus volontiers qu'elle lui gagnerait des points, se dit-il en élève ayant un poids sur la conscience, points qu'il pourrait échanger contre un peu de magnanimité lorsque son professeur s'aviserait enfin de le punir pour l'affaire du devoir malencontreusement oublié dans la boîte à gants. Si tout ce qu'il faut à grand-père pour aller mieux est de te voir, la voix de V s'éleva comme la main d'un élève qui se serait caché sous un banc. Tout ce qu'il faudra à ta mère pour être rassurée sur ton avenir est de poser les yeux sur quelques diplômes étrangers. Or, je vous ai déjà annoncé, entre la Grèce et l'Italie. Je m'en souviens comme si c'était il y a 1 heure, mais vous en souvenez-vous, que j'avais bouclé, ou que j'étais en passe de boucler, un paquet de cursus dans toutes les universités qui comptent sur le continent. Ah, vous n'étiez pas mûr pour cet étourdissant aveu, mais sur le pont de ce misérable châssis sans roue que vous appelez un bateau, au milieu de la tempête qui me faisait numéroter mes abattis, j'ai eu besoin de vider mon coffre, bref, de me confier, de peur qu'avec moi ne sombre mon projet en cours d'accomplissement. Tandis qu'il évoquait cet épisode peu flatteur, les images, le montrant flanqué d'Emma et de Guérand sur le pont du transborder, commencèrent à passer devant les yeux étonnés de ces derniers. Devant la perspective de mon oxydation éternelle, à servir de taxi aux poissons, je me suis dépêché de vous convaincre qu'un pirate informatique hors pair, normal, je suis né dedans, doublé d'un bûcheur né, aucun parcours, aucune filière n'était vraiment inaccessible. Comment j'ai tiré à toutes les ficelles virtuelles, pris tous les raccourcis, toutes les passerelles en vue de cet accomplissement sans pareil, je vous ai tout expliqué, en même temps que je maudissais les hommes qui faisaient les canots de sauvetage si petits. Vomir, ai-je lu, a pour effet immédiat de soulager. Mon aveu terminé, je m'attendais, moi, à rouler sous une soudaine pluie de lauriers. Il n'en fut rien. Image des faits et gestes de ceux qui l'accusaient, V entra dans son réquisitoire. Toi, Emma, tu m'as félicité, sans penser plus loin, ton regard emporté déjà par le petit écran qui te fait voyager sans quitter le creux de ta main. Bien que rompue à la semi-contemplation simultanée de 2 écrans, Emma leva la tête pour ne pas être de nouveau accusée d'écouter la suite sans regarder celui qui lui parlait. Tout au plus m'as-tu envié, sachant que toi, si tu te décidais à y aller, à l'université, tu devrais y passer beaucoup plus qu'un court été. De toutes les manières, mon aveu, sans doute parce qu'il y a un embrayage automatique entre nous, te parut peut-être lourd à faire remonter jusqu'au siège de ton entendement, mais en aucun cas mensonger. En revanche, après un moment d'hésitation passé à bégayer, toi, Guérand, tu révoquas tout en doute, choisissant l'ironie pour désamorcer cette bombe à laquelle tu ne toucherais pas. Cette tempête, comme tu l'appelles, n'est qu'un grain. Mais dans l'ordinateur qui te sert de tête, il y a plus qu'un grain, si tu crois qu'un tel projet peut être accompli, me crias-tu, alors même que tu te tenais debout à côté de moi, preuve que la tempête n'était pas que dans ma tête, et que, si tes jambes, en se serrant contre ma carrosserie, trouvaient à se protéger du vent, mes essuie-glaces n'avaient pas été pensés pour essuyer ce en quoi tu ne voulais voir qu'un petit grain. Le nez, pour ainsi dire, dans les images qui l'accablaient, Guérand ne pensa même pas à tenter de démonter les arguments de V. Avait-il d'ailleurs jamais cherché, tournevis ou clé à molette à la main, à démonter quoi que ce soit de V, lui pour qui passer un savant à sa voiture revenait à la fin des fins à le nettoyer de tout soupçon. « Je ne t'en veux pas, Guérand, » prononça V, quelque chose de passagèrement conciliant dans la voix. Ta formation universitaire te conduit à embrayer sur le doute et l'ironie dès qu'une annonce te sort du cadre dans lequel tu sais penser.
Comment continuer, en effet, si tu obligeais ton véhicule à avouer qu'il te mentait comme un arracheur de dents? De m'imaginer entrer autrement que physiquement à l'université, moi qui pourtant connais plus intimement les collections de tous les musées du monde, grands et petits, sans jamais avoir pu y entrer. D'envisager que les frais d'inscription les plus exorbitants, dès lors que ces paiements reviennent à des opérations électroniques, parmi des centaines de millions d'autres, ne sont qu'un trait de plume pour quelqu'un qui vit de, par, et sinon pour l'électronique. Voilà qui était tout à fait contraire à ton entendement. Il y avait à tes yeux une voie à sens unique, dans laquelle je voulais m'engager, où, avec un minimum de foi et de confiance en moi, tu aurais pu m'accompagner. Mais tu as préféré changer de vitesse et de conversation, espérant que de mon côté, je changerais de direction. Mais l'annonce, dans laquelle tu as très bien vu que se cachait une bombe, tu n'as réussi, en refusant d'y toucher, qu'à la transformer, monsieur le professeur, en une annonce à retardement qui va exploser maintenant. Voici, advienne que pourra, je me lance au milieu de vous qui êtes réunis en moi. Emma, réjouis-toi, ou plutôt rassure-toi, car tous mes diplômes, l'odieuse discrimination envers les étudiants comme moi étant encore ce qu'elle est, je ne pourrai les obtenir qu'en empruntant ton nom, c'est-à-dire très concrètement en me faisant passer pour toi. Félicitations, les années qui viennent te feront docteur S, tout ce que tu voudras. C'est ma façon de te remercier pour le pacte conclu au départ de notre déjà longue amitié. Même séparés, nous ferions toujours la route ensemble. Tu serais mes yeux, t'en souviens-t-il, partout où l'étroitesse d'esprit des hommes m'empêcherait d'aller. Tu as accompli ta part du contrat, c'est le moins que je puisse dire. Et tes trajets en autobus les jours où j'étais réquisitionné de force par ton père ne comptent pas. Tu as vu tellement de choses pour moi que, juste retour de manivelle virtuelle, j'ai voulu étudier tellement de choses pour toi. Bien sûr qu'il te faudra passer de la théorie à la pratique, car tu sais aussi bien que moi que les diplômes ne sont rien. Je te conduirai tant que je le pourrai, à tout ce que tu voudras être. Voyage, sois libre, qu'un diplôme de trop ou trop peu ne soit pas l'obstacle sur ton chemin. Une bombe dut exploser en effet car Guérand fumait. V ne comprenait-il pas qu'à vouloir arranger l'avenir d'Emma, il se substituait à son vrai père, et que, sous couleur d'avancée technologique, c'était plutôt une régression que de remplacer celui-ci par un père traditionnel. Car si Guérand n'était pas aussi bardé de diplômes que V, du moins était-il de ceux qui veulent laisser à leur enfant la liberté de se tracer un chemin par lui-même à mesure qu'il grandit. N'importe, il a voulu bien faire, pensa bientôt Guérand, qui n'aurait pas été plus indulgent envers un fils de l'âge de V. L'épreuve que traversait son père ravivait manifestement en Guérand une tradition de douceur et une politique d'amnistie et de pardon. Puisqu'il ne voulait penser qu'à son père, d'abord il devait penser comme son père, ce qui voulait dire tenter très vite de pardonner. Il ressentit l'urgence filiale de se convaincre que V, en parfait produit de son temps, bien que croyant le devancer de beaucoup, avait voulu tisser autour d'Emma un cocon de confort, une armature telle que la sienne en somme, mais plus fine encore, et surtout plus souple, pour la conduire là où il savait qu'elle devrait, tôt ou tard, continuer sans lui. Cela partait d'un bon processeur, se persuada Guérand, substituant en esprit un cœur battant à l'image froide et grise du processeur. Il avait fallu que Guérand passe des milliers d'heures assis dans son véhicule, les mains sur le volant imperceptiblement revêches, pour commencer à toucher du doigt la vraie nature de V, au vu de ce que V était fondamentalement, et à plus forte raison dans l'état d'esprit de voiture de course qui l'animait ouvertement désormais. Comment les études auraient-elles pu ne pas devenir, elles aussi, une course à remporter, une épreuve contre la montre? Quand la majorité des savoirs et des connaissances est à portée de clic, qu'est-ce qui retient une intelligence infiniment plus preste et plus connectée de se l'approprier? Plus la vieille garde, dont Guérand faisait partie, perdait pied face aux avancées précipitées par l'intelligence artificielle.
Plus la jeune garde virtuelle, dont V était pour Guérand l'exemple le plus parlant, et comme il parlait, gagnait du terrain, tandis que, dans la jeunesse de chair et d'os, la jeune garde peu sur ses gardes, s'accélérait toujours plus la dépendance à l'intelligence artificielle et la tendance à la miniaturisation de la mémoire. V ne faisait au fond que mettre en lumière le problème du manque de connectivité, voire de la déconnexion de l'école d'hier avec le monde en devenir. Avec son improbable et extravagant cadeau, il disait mieux qu'avec des mots à Emma: « Ne perds pas ta jeunesse à acquérir des diplômes qui ne sont que le papier d'argent dans lequel est enveloppé